Bien, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la Rapporteure générale, mes chers collègues, nous recevons ce matin Madame Sandrine Duchesne, que j'envisage de nommer au Haut Conseil des finances publiques, afin de succéder à Monsieur Éric Heyer, dont le mandat de 5 ans non renouvelable vient à expiration ce mois de mars. Monsieur Heyer avait été nommé par mon prédécesseur Vincent Eblé, et dans le cadre de cette audition publique, je veux en préambule le remercier de la manière dont il a exercé son mandat dans un contexte particulièrement intense pour le Haut Conseil, il faut le noter, marqué par la succession des textes financiers et des avis remis pendant la crise sanitaire, économique et énergétique. Il est également intervenu à plusieurs reprises devant notre commission. Vous n'y voyez pas, mais enfin quand même. Bon, devant notre commission pour apporter un éclairage précieux à nos travaux. Je vous remercie également, Madame Duchesne, votre présence parmi nous ce matin à 8h30. Et je m'en excuse auprès des collègues. Nous sommes tenus par le calendrier et donc une obligation de nomination aujourd'hui. Au terme des dispositions de l'article 1er de la loi du 6 décembre 2021, portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l'information du Parlement sur les finances publiques, votre nomination ne peut en effet intervenir qu'après une audition publique et conjointe de nos commissions des finances et des affaires sociales. Cette audition ne donne pas lieu à un vote. Comme vous le savez, le Haut Conseil des finances publiques est un organisme indépendant chargé d'apprécier le réalisme des prévisions macroéconomiques du gouvernement et de se prononcer sur la cohérence de la trajectoire budgétaire gouvernementale avec les objectifs pluriannuels de finances publiques et les engagements européens de la France. Composé de 11 membres, dont 2 sont nommés respectivement par le président du Sénat et par le président de la Commission des finances du Sénat, en raison de leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques, il est placé auprès de la Cour des comptes et présidé par le premier président de cette dernière. Je vous propose donc de commencer cette audition par un exposé liminaire relativement concis, puisque nous disposons au total d'1 heure pour cette audition, exposé pour lequel vous pourrez nous exposer votre parcours et votre conception du rôle du Haut Conseil des finances publiques. Mais avant que vous vous exprimiez, je cède la parole à Madame Catherine Desroches, présidente de la Commission des affaires sociales. Merci, mes chers collègues. Bonjour et merci, Monsieur le Président Hénal, mais vous avez déjà dit l'essentiel. Donc, j'indiquerai simplement que la Commission des affaires sociales est toujours très attentive aux avis rendus par le Haut Conseil des finances publiques au moment de l'examen du PLFSS et plus récemment encore lors de l'examen du PLFRSS, oui, c'est ça, qui a porté la réforme des retraites. Et d'ailleurs, à cette occasion, le Haut Conseil des finances publiques nous avait indiqué le peu d'informations dont il disposait pour étayer son avis. Je souhaite donc que dans votre propos liminaire, vous puissiez nous préciser votre familiarité avec les finances sociales et, le cas échéant, le regard que vous portez sur ce sous-secteur des finances publiques. Et je vous remercie. Merci. Madame Duchesne. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'abord vous remercier, Monsieur le Président, pour votre soutien à ma candidature à exercer ce mandat de 5 ans au Haut Conseil des finances publiques. Et puisque vous m'y invitez, je vais revenir brièvement sur mon parcours et surtout sur mes motivations à exercer ce mandat. Alors, sur mon parcours, j'ai une formation de statisticienne économiste, corps des administrateurs de l'INSEE, dans lequel je suis rentrée en 1993. Et pendant 20 ans, entre 1995 et 2015, j'ai exercé des fonctions opérationnelles en matière de prévision économique et financière au sein du ministère des Finances à Bercy. En clair, les finances publiques
au sens large. Je suis tombée dedans en 2002, à l'occasion d'un changement de poste, comme c'est souvent le cas à Bercy, au retour d'un congé maternité, mon deuxième. Et à l'automne 2002, rappelez-vous, c'était le moment où il devenait de plus en plus probable que le seuil de 3% de Maastricht serait franchi pour l'année 2002. Et au passage, d'ailleurs, ça n'a pas été le seul critère qui a été dépassé, puisque le critère de dette a également été franchi cette année-là. Donc, c'est vous dire que je suis tombée dans ce chaudron bouillonnant en 2002. Et ça a été une expérience vraiment très, très intéressante, plus que cela. Et en fait, ce bain-là, je ne l'ai jamais vraiment quitté ensuite, puisque j'ai exercé à différentes fonctions au ministère des Finances et ailleurs, aux finances publiques, mais aussi à un moment sur les trajectoires de finances sociales, puisque j'étais en charge du bureau santé et comptes sociaux. Donc, j'ai eu une certaine sensibilité à ces sujets. Et puis à d'autres fonctions, y compris auprès du président de la République François Hollande entre 2012 et 2013, puis retour dans ma maison, la direction du Trésor en tant que directrice générale adjointe. Et là, j'ai eu le privilège d'être auditionnée par le Haut Conseil des finances publiques qui venait juste à l'époque d'être créé. Donc, ce parcours-là, je pense que c'est important de souligner que c'est un métier très spécifique, mais c'en est un, parce qu'il combine à la fois de la technique, de prévision économique et financière, l'analyse économique, surtout des finances publiques. Je pense que c'est le plus intéressant, c'est-à-dire donner à voir le sous-jacent des finances publiques au-delà des chiffres faciaux. C'est un long débat, un long combat, la notion de sol structurel, et vous en êtes bien sûr, vous en avez bien sûr la connaissance. Voilà, c'était cela qui m'intéressait aussi par-dessus tout. Et puis, troisième point, très important, les aspects de gouvernance européenne et gouvernance nationale. C'est vrai que j'ai aussi beaucoup œuvré et observé dans la sphère européenne la réforme du pacte de 2005 et puis ensuite toutes les adjonctions successives et je vais oser dire les empilements de règles consécutives aux différentes crises. Donc j'ai un regard sur ce sujet-là. Et donc matière extrêmement riche, métier extrêmement prenant, voilà, qui m'a passionnée pendant 20 ans. Et puis ensuite, parce que la vie passe, je m'en suis un peu éloignée. J'occupe aujourd'hui les fonctions de directrice des risques de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Donc j'observe les risques financiers voilà, depuis un autre point de vue. Je pense que cette expérience est également riche d'enseignements et peut éclairer d'une certaine façon les débats du Haut Conseil. Et surtout, quand on pense aux événements récents qui nous atteignent depuis 10 jours en matière de turbulences financières. Donc ça m'a donné un autre point de vue, peut-être une approche aussi des tests de sensibilité. Je pense que ça, c'est extrêmement important aussi. Ne pas s'intéresser qu'à la trajectoire, mais aux incertitudes qui l'environnent et aux chocs qui peuvent la faire sortir finalement de son rail. Voilà. Et du coup, vous savez, on part à un moment donné, mais je me suis dit en 2015, finalement, toute cette expérience accumulée, ce savoir-faire, que j'enseignais aussi par ailleurs, j'ai formé un certain nombre de mes jeunes collaborateurs, je me suis dit, finalement, est-ce qu'elle peut encore servir à quelque chose ? Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la chance de rejoindre le comité budgétaire européen, European Fiscal Board en anglais, qui avait été créé en 2015 donc par la Commission européenne, qui était aussi un conseil indépendant de la Commission européenne, chargé de donner un avis sur la politique budgétaire de la zone euro,
qui était le chaînon manquant. Les budgets, chaque État conduit évidemment en souveraineté sa politique budgétaire, mais l'échelon d'articulation entre tout ça était jusqu'alors manquant. Donc donner un avis sur la politique budgétaire agrégée en langage technique, en gros, est-ce qu'on peut relancer, il faut relancer, ou est-ce qu'il faut consolider les finances publiques au niveau global. Deuxièmement, un avis de conformité sur la façon dont la Commission européenne contrôlait les budgets des États membres. Et donc, nous, c'était pas la partie la plus facile du mandat. Est-ce que la Commission européenne a bien appliqué les règles communes? Et puis, troisièmement, on avait un rôle exploratoire aussi de conseil auprès de la Commission européenne pour élaborer des propositions en matière de réforme des règles budgétaires européennes. Bon, ça, c'est un éternel sujet. Et donc, on avait fait un rapport qui analysait la complexité des règles et faisait un certain nombre de propositions. Le Conseil n'était pas les seuls, d'autres voix se sont exprimées à ce moment-là. Et donc, on voit un peu la filiation avec la réflexion européenne actuelle. Donc, j'ai exercé ce mandat pendant 3 ans, jusqu'en 2019. Donc voilà, ce bain-là était encore en arrière-plan dans mon esprit. Donc, ce qui m'amène devant vous aujourd'hui et pourquoi je souhaite rejoindre le Haut Conseil des finances publiques, tout simplement, je dirais une motivation citoyenne, être utile. Nous connaissons tous la situation des finances publiques aujourd'hui, après la crise du Covid, avec les incertitudes actuelles. Ça ne va pas être simple. Et il va falloir, dans les années à venir, combiner, je pense, une double exigence. La soutenabilité des finances publiques, la maîtrise de la trajectoire de l'endettement, et puis la satisfaction des besoins cruciaux de notre société, et où là, je pense que les finances publiques ont un rôle essentiel à jouer en matière d'investissement, de transition écologique, de santé, de services publics, de sécurité, de souveraineté. Donc, l'équation, je pense, n'a jamais été aussi compliquée, c'est vrai. Et donc, moi, je souhaite, à ma place, avec mon bagage, mes convictions, mettre cette expérience au service du Haut Conseil et du Parlement. Deuxièmement, je pense que pour faire ça, il nous faut de la clarté, de la transparence. Vous savez, j'ai suivi depuis 20 ans le long chemin vers la transparence, l'exhaustivité, je l'espère, la qualité de l'information transmise au Parlement, dont j'espère qu'elle s'est enrichie au fil des années. C'est une des grandes missions du ministère des Finances, que de mettre à disposition l'information dont les parlementaires ont besoin. Et ça, je pense que ça s'est amélioré au fil du temps, mais que voilà, il y a toujours cette exigence. Et de ce point de vue, il me semble que la création du Haut Conseil des finances publiques en 2012 a été un pas extrêmement important, dont à l'époque nous n'avions pas forcément mesuré la portée. Je m'explique. Cela a été une véritable innovation que de faire intervenir une institution indépendante dans le processus de prévision en amont de la transmission du projet de loi de finances ou du projet de loi de financement de la sécurité sociale au Parlement. Pourquoi ? Parce que dans ces jours qui précèdent la transmission, et je l'ai vécu, il y a un véritable échange, il y a un questionnement, il y a une exigence de cohérence sur les chiffres, sur la façon dont ils s'articulent entre eux, sur le réalisme et sur, finalement, la question de savoir si on va véritablement pouvoir atteindre nos objectifs étant donné tout ce qui est sur la table. Donc ça, je l'ai expérimenté. Je pense que c'est un véritable enjeu. Et c'est, au fond, l'enjeu démocratique
de contrôle du Parlement sur le budget. Et donc ça, je voulais vous dire que j'y suis extrêmement sensible. Le Haut Conseil des finances publiques, de mon point de vue, a trouvé sa place en tant qu'institution indépendante. C'est jamais facile pour une nouvelle institution d'asseoir sa crédibilité. Et moi, j'observe qu'au fil du temps, ces avis rendus publics depuis le commencement sont de plus en plus relayés et que c'est une institution qui a pu faire entendre sa voix. Et pour terminer, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que moi je peux apporter au sein de cette institution, au-delà de la technique, de l'expérience technique que je vous ai décrite. Moi, je crois que le rôle essentiel d'un membre, quand on est détenteur d'un mandat, c'est de se poser les questions, de poser les questions et d'essayer de tirer justement de tout cet amoncellement technique ce qui fait sens. Et donc, je voulais vous dire ce matin que vous pouvez compter sur moi pour essayer de vous donner, au travers des avis du Haut Conseil, le maximum d'éclairage pour que vous puissiez exercer évidemment vos fonctions dans les meilleures conditions et que, en tout cas, j'essaierai d'y contribuer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis évidemment à votre disposition. Merci, Madame Duchesne. Peut-être Elisabeth Doineau. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Madame, cette audition nous permet de connaître votre trajectoire et nous permet aussi d'échanger ce matin. J'aurai 3 questions. La première, c'est est-ce que cette vision que vous avez du fonctionnement du Haut Conseil des finances publiques, est-ce qu'elle correspond à ce que vous sentez déjà en soutenant ce matin votre candidature? Et estimez-vous que le processus de formation de ces avis doit présenter un caractère collégial? Ça, c'est la première question. Ensuite, nous avons beaucoup regretté ici au Sénat qu'on n'ait pas de loi de programmation. Et vous avez un petit peu parlé de ce sujet, mais j'aimerais avoir votre avis personnel. En quoi ça pourrait apporter à notre Assemblée les éléments essentiels? Comme vous l'avez dit d'ailleurs, j'ai retenu ces mots de clarté, de transparence et de réalisme en réalité. La troisième question, est-ce que même en l'absence de loi de programmation, les lois de financement de la sécurité sociale présentent une dimension pluriannuelle? Et je voudrais m'arrêter un petit peu sur cette dimension-là, puisqu'il y a une annexe obligatoire et elle doit donner donc cette trajectoire sur plusieurs années. Et donc, le Haut Conseil ne pourrait-il pas s'appuyer sur les prévisions de la loi de financement de la sécurité sociale, par exemple pour 2023, afin de voir si la France maîtrise ses comptes sur ce périmètre jusqu'en 2026. De plus, même en l'absence de dispositions formelles en loi organique, ne pensez-vous pas que le Haut Conseil pourrait émettre un avis sur la crédibilité de cette trajectoire quadriennale en rendant son avis sur le PLF et le PLFSS à l'automne? Je voudrais en conclusion simplement vous dire, Madame, combien j'ai retenu les mots que vous avez utilisés pour décrire votre enthousiasme, en tout cas votre motivation à remplir cette fonction. Ce que je pense, c'est que les finances publiques, tout de suite, c'est un terme qui fait peur alors, à la population. Et voyez, quand on sort d'un texte comme celui de la réforme des retraites, alors qu'en fait, on est en place sur comment, justement, quelle vision on a de l'avenir avec les moyens que l'on a, avec, comme vous l'avez dit aussi, les incertitudes qui sont les nôtres, avec la dette qui est la nôtre, avec les enjeux d'investissement que nous avons, comment on peut expliquer à la population, tout simplement, les enjeux de financement de notre vision d'avenir. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on arrive, les uns et les autres, à expliquer clairement, simplement, quelles sont les conditions dans lesquelles nous sommes et quels sont les choix à faire. Et j'aimerais trouver avec vous un chemin, pas de vulgarisation, parce que je trouve ce terme un peu galvaudé et un petit peu dommage, mais
pas forcément intellectualiser non plus, mais voyez, trouver le chemin d'explication où chacun est face à son destin, chacun face à ses responsabilités. Merci, madame. Merci, madame la rapporteure générale. Alors juste, le rapporteur général s'excuse, il avait une manifestation à 8 heures, une réunion avec le président du Sénat notamment à 8 heures, donc il ne pouvait être là. Mais je vais peut-être poser une question un peu générale sur finalement le regard que vous portez aujourd'hui sur le cadre en vigueur tel qu'il découle du pacte de stabilité et de croissance, c'est-à-dire le cadre européen, bien sûr, et sur les propositions qui sont faites de nouveaux cadres qui prendraient, je reste très prudent parce qu'aujourd'hui on est sur des principes, hein, mais qui prendraient davantage en compte la situation propre à chaque pays, les investissements prévus, notamment en matière d'environnement et de transition, et qui devraient donc donner plus d'importance aussi aux trajectoires définies par les États membres. Donc comment vous voyez cette réflexion qui se mène aujourd'hui entre les États membres au sein de l'ensemble européen? Je vous laisse répondre peut-être surtout aux questions de la rapporteure générale. Madame la rapporteure, je commence par votre remarque finale. Effectivement, je pense que les finances publiques ou le budget, plus tout simplement, c'est juste l'expression des choix. Donc plus on est clair sur les choix, plus on est audible dans le grand public. Et je pense qu'il ne faut pas laisser l'impression que tout serait dans tout. Voilà. Il y a une responsabilité budgétaire. C'est l'instrument, les lois de financement, ce sont l'instrument majeur, principal de l'exercice de la souveraineté et des choix politiques. Ne nous cachons pas derrière les mots. Voilà, donc je pense que moi, mon rôle au sein du Conseil, c'est aussi de mettre les mots. Et vous avez raison, il faut que les choix soient explicites et ne soient pas cachés derrière la technique. La technique, c'est pour les techniciens. Sur ma vision du Haut Conseil des finances publiques et la collégialité, moi je pense que c'est très important que dans une institution indépendante qui a à rendre un avis, il y ait la recherche d'une forme de collégialité et le consensus. Le consensus, ce n'est pas forcément mou. Voilà. Et je pense que le consensus, il est d'autant plus riche qu'il y a eu des débats et que les membres se sont mis d'accord sur les termes du débat. Donc, il y a au sein de l'élaboration de l'avis une étape très importante qui est justement la rédaction de l'avis, une fois les auditions passées. Et croyez bien que j'y serai attentive et que j'y participerai activement. Sur la loi de programmation des finances publiques, que vous dire, évidemment que tout l'enchevêtrement des textes entre les objectifs européens et les lois de financement passe par le vote d'une loi de programmation des finances publiques. Ça a été un acquis des années précédentes. Donc le fait qu'il n'y ait pas de loi de programmation des finances publiques votée aujourd'hui crée évidemment, je ne suis pas juriste, mais un vide juridique. C'est-à-dire que les avis sont un peu bancals, ce qui n'empêche pas, si j'ai bien lu les derniers avis, le Haut Conseil de dire ce qu'il peut dire dans ce cadre qui est inédit. Donc je pense qu'il est très important, ça ne dépend pas de moi, hein, mais je pense qu'il serait souhaitable qu'une nouvelle loi de programmation des finances publiques puisse être discutée et fasse l'objet d'un vote, puisque finalement, c'est quand même l'échelon essentiel. Et je ne suis pas sûre qu'on y prête tous encore l'attention suffisante, parce que c'est une loi de programmation, cela formule des objectifs plus ou moins volontaristes, mais c'est quand même l'accroche nationale pour atteindre les objectifs fixés et discutés dans un cadre européen. Donc il me semble qu'une des avancées aussi de notre gouvernance nationale a été
d'accrocher aussi les lois de financement annuelles avec cette trajectoire pluriannuelle. Bon, et un des sujets, mais c'est la même chose sur le programme de stabilité, c'est vraiment aussi d'aller chercher la plausibilité et je n'ose pas dire le détail, mais l'information suffisante. Voilà. Ensuite, je ne suis pas assez juriste pour vous dire si le fait de donner un avis sur la trajectoire de l'annexe du PLFSS serait suffisant. Je n'en suis pas si sûre. Et en tout cas, bon, voilà, il y a un mandat du Haut Conseil. Il est large, il a été élargi substantiellement, hein, puisque à l'origine, c'était quand même plutôt les prévisions économiques, hein, et ne pas trop rentrer sur le reste. Aujourd'hui, c'est un mandat large sur la prévision économique et financière, sur les dépenses, sur les recettes, sur la compatibilité avec la trajectoire pluriannuelle. Donc voilà, mais le Conseil ne peut pas s'autosaisir de sujets qui, à mon avis, dépassent le cadre de son mandat. Donc il le regrette, il a regretté. Et voilà. Merci. Traditionnellement, quand nous avons deux commissions réunies, nous allons donner la parole alternativement aux membres de la commission. Vous répondrez après un petit peu, c'est quand même à la fin. Mais vous y reviendrez. Donc, Jérôme Bacher. Madame la Présidente, Monsieur le Président, j'ai trois types de questions. Récemment, à chaque fois, le Haut Conseil des finances publiques a remarqué le délai très court pour donner un avis, je vais dire, éclairé, peut-être consensuel, mais en tout cas un vrai avis. Donc, quel est votre sentiment sur le sujet? Est-ce que ça pourrait vous amener à dire finalement on ne met pas d'avis à titre personnel, enfin au titre du Haut Conseil, tellement les délais deviennent trop brefs pour examiner la crédibilité, et je peux être d'accord avec vous sur le fait que la création du Haut Conseil a permis de crédibiliser les hypothèses macroéconomiques, notamment depuis 2012. Deuxième sujet, c'est loi de programmation versus programme de stabilité, vous l'avez évoqué. Est-ce que finalement on a besoin d'une loi de programmation où le programme de stabilité peut être respecté suffirait? C'est parce que si on ne respecte ni l'un ni l'autre, autant en avoir ni l'un ni l'autre. Troisième question qui je suis rapporteur des crédits sur la dette et aujourd'hui vous êtes bancaire, responsable des risques, un peu comme si moi j'étais responsable des risques pour la Caisse des dépôts aujourd'hui. Le sujet dette publique, dette privée dans le monde actuel, est-ce que c'est pour vous le sujet de la dette est la menace principale sur nos finances publiques, ou est-ce que c'est peut-être le consentement à l'impôt, etc. Quel est votre avis sur la menace principale sur nos finances publiques? Laurent Burgoa. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame. Comme vous le savez, le Sénat, par l'intermédiaire de la présidente Assassi et d'Arnaud Bazet, a fait un excellent travail sur les cabinets conseils. Après avoir auditionné diverses personnes dans ce domaine-là, dans le cadre d'une commission d'enquête. Donc, la question que j'allais à vous poser, Madame, est-ce que pour vous, par rapport au Haut Conseil des finances publiques, quelle est l'utilité de ces cabinets conseils et auriez-vous recours un jour ou l'autre à ces cabinets conseils? Merci Laurent. Patrice Joly. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame. Deux questions. La première, pensez-vous que les chiffres, les analyses financières soient toujours neutres par rapport aux idées, aux idéologies, aux philosophies? Je vais vous donner un exemple par rapport à mon propos. La logique d'organisation de la société autour des métropoles, qui en fait a constitué un peu le schéma de pensée des dernières décennies, avait conduit à sous-estimer la place des territoires ruraux en France, et des modifications dans les modalités de calcul, prenant mieux en compte la réalité, a fait que entre le 31 décembre 2000 et le 2020 et le 1er janvier 2021, on est passé de 18% de la population rurale à 33% de la population rurale. Tout ça pour dire que les chiffres disent aussi ce qu'on a envie de dire. Sur le plan financier, dès lors que le contexte est nouveau, pensez-vous qu'aujourd'hui le cadre
le cadre budgétaire européen est adapté effectivement aux défis qui sont devant nous et en particulier aux investissements que nous avons à réaliser. Et donc, il va falloir que l'on dégage des capacités à investir et c'est aussi une condition de durabilité et de soutenabilité de notre gestion budgétaire. Je vous remercie. Vous voulez bien répondre? Ah, pardon? Oui. Merci, Monsieur le Président. Chers Madame collègues. la Présidente. Madame, moi, j'aurais voulu avoir votre sentiment sur les monnaies numériques, puisque ça, on en parle, on va en parler. Et puis sur la soutenabilité, effectivement, donc dette privée, dette publique, et également un point sur l'euro, et sur également les différentiels de taux entre les monnaies au sein de cet euro. Merci. Merci, Sébastien Meurant. Je regarde, je consulte. Pas de demande supplémentaire. Madame Duchesne, si vous voulez bien répondre à ces quelques questions. Bien sûr. Sur le délai de saisine du Haut Conseil, c'est clairement un sujet. Et c'est toujours un sujet. Je n'ai pas connu le Haut Conseil se satisfaire d'avoir eu un temps suffisant d'examen des textes. Bon, de l'autre côté, c'est compliqué, le délai de production. Je le connais. Donc, je vois bien dans quel jeu de contraintes tout le monde travaille. Donc, je ne crois pas qu'une solution soit de ne pas rendre d'avis. Je pense que ce serait une forme de renoncement. Je pense qu'il faut faire pression sur les ministères pour que le délai soit suffisant. Et je pense que vous, mesdames et messieurs les sénateurs, vous avez un rôle à jouer dans vos commissions pour mettre la pression pour que ce délai s'améliore. Et puis ensuite, il faut compter sur l'intelligence et la célérité du Haut Conseil et sa compétence, qui fait toujours au mieux pour répondre dans les délais impartis, et avec une équipe support extrêmement compétente. Et ça me permet de répondre à la question sur les cabinets de conseil. Honnêtement, je peux répondre très clairement, je ne vois pas l'intérêt. Pour le Haut Conseil, il est doté de moyens, il a la possibilité d'auditionner des personnalités du monde économique, du monde social. Il a toute l'attitude pour conduire ses travaux. Donc, je pense que c'est un sujet qui ne se pose pas forcément. Loi de programmation, programme de stabilité, oui, il y a... Alors, dans le temps, si je puis m'exprimer ainsi, il y avait les lois de finances, il y avait le programme de stabilité qui arrivait en avril et qui était suspendu, qui n'est jamais raccordé à rien. Et on constatait année après année que les objectifs décalaient. Donc moi, je crois à ça, à l'amélioration que constitue le fait d'avoir un programme de stabilité, une loi de programmation qui s'accroche avec une correspondance entre les deux objets qui ne sont pas de même statut. D'un côté, il y a les engagements de la France vis-à-vis de ses partenaires européens, et de l'autre, il y a la procédure budgétaire. Donc pour moi, il faut bien les deux, et il faut que les deux se parlent. Alors après, il y a des problèmes de décalage dans le temps, c'est très compliqué en pratique. Mais sur le principe, moi, je pense qu'il ne faut pas renoncer sur ces sujets-là. Sur la dette, il y a la soutenabilité des finances publiques, c'est toujours un sujet qui est posé, qu'il faut regarder sans angoisse excessive, mais il faut le regarder. On a un endettement qui a beaucoup augmenté, on a un endettement des agents privés également. Donc oui, avec le contexte actuel de remontée des taux d'intérêt, qui est quand même l'élément majeur de l'année écoulée, il y a des risques
sur les finances publiques. On l'observe déjà, la remontée de la charge de la dette. Donc, il faut surveiller ça pour éviter un emballement. On n'en est pas là. Il faut regarder ça avec calme et sérénité. Et c'est d'autant plus important d'avoir une vision claire de ce que l'on veut faire à moyen terme. Et le plus on saura ce que l'on veut faire à moyen terme, finalement, voilà, le plus lisible ce sera vis-à-vis de l'ensemble des acteurs économiques et sociaux. Est-ce que les chiffres sont neutres? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, vous savez, j'ai une culture de la statistique publique. Et je pense que c'est un fait essentiel que la statistique publique, alors ce n'est pas le domaine du Haut Conseil des finances publiques, mais c'est un peu mon bain aussi, soit en capacité de répondre à la demande sociale de fourniture d'informations économiques, financières et sociales. Donc il y a un dialogue qui est instauré avec la société civile, et donc je pense que c'est un enjeu aussi très important démocratique. Sur le cadre budgétaire européen, ça va me permettre de répondre à votre question, Monsieur le Président. Bon, avec le recul, c'était simple au départ, c'était simple mais absolument pas adapté aux fluctuations économiques. Ça, c'est le cas d'entrée, de 1997. De bonne foi, ce cadre a été enrichi, voilà, au prix d'un empilement de règles successives, au prix de négociations aussi, puisqu'on est dans un domaine où nous négocions avec nos partenaires. Et je crois que tout le monde est d'accord pour dire que le cadre est devenu très, très compliqué, voire inextricable, et qu'il ne répond plus aux objectifs qui lui sont assignés. Donc, moi, je regarde un peu quelles sont les propositions de la Commission. Je trouve qu'elles vont dans le bon sens. Je trouve qu'il faut, voilà, il faut faire de plus en plus simple, qu'il y a des règles qui étaient inutiles. Un exemple, la trajectoire, le 1/20e de réduction de la dette publique qui figurait dans les textes de 2011, n'a jamais été appliqué et était complètement en superposition avec d'autres éléments, d'autres textes. Donc il faut nettoyer le cadre, parce que plus personne n'y comprend rien. Même les spécialistes n'y comprennent plus rien. Enfin, je le dis avec une grande tranquillité. Et donc moi, je trouve que ça va dans le bon sens. C'est-à-dire, on arrête d'appliquer le même cadre à tout le monde, on prend en compte la situation propre à chaque État membre, on allonge un peu la durée, l'horizon de retour à l'équilibre, on tient compte des circonstances, on tient compte de la situation de chaque État membre. Ça, c'est un point. On regarde l'endettement à moyen terme. Et deux, en pilotage, on essaye de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la dépense et les mesures de prélèvement obligatoires. Et c'est tout. Et ensuite, il y a la dépense, il y a les charges d'intérêt qu'il faut regarder. Et ce cadre autorise à un pilotage où on fait entrer la dimension d'investissement, qui est quand même l'élément essentiel. Et ça, on sait depuis toujours que le pacte de stabilité, les règles initiales étaient biaisées parce qu'elles prenaient en compte la dépense courante ou le déficit courant, et qu'il y a eu beaucoup de travaux académiques sur le sujet où il aurait peut-être fallu exclure les investissements. Donc c'est un sujet qui, à mon avis, revient d'actualité. Je ne sais pas s'il faut changer les règles ou s'il faut trouver des aménagements dans les règles. Ça, ce sera aux politiques d'en décider. Mais pour moi, ça va vraiment dans le bon sens. Et on en a besoin. Donc il faut que le texte chemine. Ensuite, sur les données numériques, est-ce que ça change fondamentalement la vision des finances publiques? Je pense en tout cas que ça
ça permet une forme d'accès aussi à de l'information et à de la connaissance en matière de finances publiques. Je pense que ça peut, par certains côtés, l'accès à certaines données permet d'améliorer la prévision économique et financière. Ça a été le cas pendant la crise Covid. Je trouve que les conjoncturistes ont fait d'immenses progrès. Donc oui, il y a un apport en termes de nouvelles technologies et d'accès, de traitement de la donnée sur ces sujets-là. Sur la soutenabilité, je crois avoir répondu. Et sur l'euro, moi, d'un mot, je dirais qu'il me semble qu'en ce moment, mais on l'a éprouvé à d'autres moments, on mesure l'apport que constitue le fait de vivre dans une zone monétaire intégrée avec un euro qui est un euro, une monnaie de puissance à puissance. Donc je pense que on est au cœur du sujet et qu'en tout cas, il vaut mieux être en zone euro que dans d'autres juridictions aujourd'hui. Merci, Madame Duchesne. Madame la Présidente, est-ce que vous souhaitez dire quelques mots de... Merci. Merci. Je voudrais vous remercier d'abord, mes chers collègues, d'être venus ce matin pour cette audition sans vote, donc un peu particulière dans sa forme, pour rencontrer donc la candidate que je propose donc au Conseil. Vous dire également que Madame Duchesne a, de mon point de vue, deux qualités, si je puis dire. L'une d'être, mais je crois qu'elle l'a dit, techniquement, quelqu'un qui rentre dans le sujet sans difficulté. Ses nombreux postes précédents le montrent. Et c'est très important, parce qu'on est au sein d'une institution dans laquelle, évidemment, il faut pouvoir se mouvoir avec aisance. Et que, évidemment, le temps passé à discuter n'est pas un temps passé pour comprendre ce qui se passe et ce qui se dit, mais bien pour amener sa pierre à l'édifice et ses éléments. Et d'autre part, Sandrine Duchesne, pour moi, a la qualité d'avoir un parcours très varié, et notamment d'ailleurs son poste actuel, qui est un regard aussi un peu extérieur, plus économique, d'une certaine façon, sur les conséquences de telle ou telle décision en matière de finances publiques, et ça me paraît être quelque chose de tout à fait important. Enfin, je vous signale, Madame la Présidente, mais vous l'avez compris, que, évidemment, si votre commission, à un moment, dans le cours de ses travaux, souhaitait auditionner ou faire participer à une audition Madame Duchesne, je pense qu'évidemment, elle y serait... mais je réponds à sa place, elle y serait ouverte, bien entendu, de la même façon que son prédécesseur avait pu le faire avec, je le dis, beaucoup de talent. Je ne lui mets pas de pression exagérée, mais tout de même, nous avions une habitude de travail régulière et permettant de mieux décrypter un peu les sujets. Je pense que pour nous tous, c'est une opportunité et quelque chose d'important. Voilà, merci beaucoup et merci à vous tous.